Ironhide, page 287. Je ne vais plus tirer les pastèques en mer, mais une bonne et grosse citrouille, lâcha le général Harry en fronçant les sourcils. Tony ria de bon cœur. Les informations arrivent de plus en plus vite, laissa choir une voix du calculateur dans les lieux. Namouri, dernier suzerain d'Atlantide et prince de haut rang, s'adresse à vous, reprit une autre voix. Ironhide enclencha un dispositif et un écran plat laissa apparaître le visage de l'Atlante couronné. Salut à toi, ô ancien de l'Atlantide, terre détruite par un cataclysme ancestral, dit Ironhide. Salut à vous, gardien céleste. Le météore approche, mais nous sommes en avance. Très en avance au grand prince d'Atlantide. Toutefois, un corps céleste est apparu prématurément. Il change les lois et les normes de répulsion du météore. Regardez, ô grand prince, prince d'Atlantide, toutefois un corps céleste est apparu. Nous avons beaucoup de peine à édifier le canon cosmique. Gardien du ciel, dit le prince Namouri. Est-il opérationnel demanda Ironhide. Bien sûr, descendant du phénix, mais un corps stellaire, une étoile semble retarder les acheminements logiques de l'ordre, explique le suzerain d'Atlantide. Pour nous assurer de son bon fonctionnement, ouvrez l'œil du cyclone, demande Ironhide. Nous ne pouvons, l'œil du cyclone est protégé par Sidonia la Rouge, dit l'Atlante. Les Sidoniens, ils nous auraient devancés, se demanda White en regardant l'Uranien. L'Atlante est gêné, il veut vous voir plus tard, il a quitté la communication, dit Harry, les yeux stupéfaits. Wilde regarda le général américain dans les yeux. Harry, ça va mal, l'Atlante est fâché. On dirait qu'il a compris quelque chose, il dissimule une vérité, dit Harry, ou une trahison, expliqua Wilde colérique. Ironhide se leva. Les calculs laissent définir des explications codées. Le peuple de Sidonia aurait donc trahi, ce n'est pas sûr, mais que veulent-ils vraiment? Que cherchent-ils donc? Demanda Harry. Ceux sur qui se dégage l'odeur de la pestilence et qui font lien avec la pourriture seront traqués par le prédateur. Il les anéantira et les enverra vers la reine putride, sauf ceux qui refusent la souillure ou y sont obligés au-dessus de leur volonté, dit l'extraterrestre. Des écrits de la sagesse atlante, dit Watt. L'image du suzerain est réapparue, dit le général Stevenson. Nous ne pouvons accepter une telle félonie, dit celui-ci en se levant. Si le code de notre justice est bafoué de la sorte, l'humanité court un grave danger. Vous avez le temps nécessaire pour me ramener les coupables, afin de contrôler ce qui reste et ramener l'ordre, dit celui-ci, furieux. Une allusion au cataclysme des villes impies, selon la Bible. L'Atlantide aurait subi le même châtiment. C'est peut-être cela qui le met en colère. Il parle d'une étoile surgie, alors qu'elle ne devrait point se trouver en ce moment-là où elle se situe, fit le général Wilde perplexe. Peu après, ils contemplèrent la planète Terre d'un hublot énorme. L'Atlantique resplendissait sous le rayonnement solaire comme une pierre précieuse. Ironhide resta un instant silencieux, puis s'adressa aux deux officiers supérieurs de l'armée des États-Unis. Les Atlantes sont respectueux de la légalité. Ils vont traquer les coupables et punir ceux qui doivent être punis en remontant à la source s'il le faut. Dans le vaisseau spatial des Uraniens, les généraux américains attendaient patiemment le dénouement de cette mystérieuse trahison annoncée par le suzerain Atlante. Ironhide combattait toujours les Sidoniens. Et cette étoile au travers des protocoles, la Terre était-elle réellement en grand danger? Les deux Américains attendaient devant l'extraterrestre. Le météore traqué inlassablement par l'Uranien, qui suivait sa route par une technologie très avancée, les habitants d'Atlantide, à l'abri du temps, étaient mis au courant des événements sur le champ et en direct. Le météore approchait de l'entrée du passage temporel qui le dirigeait vers notre système solaire. Harry s'adressa à Ironhide. Ironhide, si le météore s'approche et le canon est ineffectif, aurez-vous le moyen de le neutraliser? Les débris du météore atteindraient la planète et y annuleraient toute forme de vie. C'est ainsi qu'ont péri les dinosaures, général Harry. C'est ainsi aussi qu'a disparu Atlantide de la surface du globe, expliqua l'Uranien. Et le déplacer vers une autre direction, le faire dévier de sa trajectoire. Est-ce possible proposa Harry, inquiet. Comment cela fit Ironhide.
en utilisant le moyen pour maintenir Atlantide hors du temps, le trou noir artificiel, affirma Harry. Les vestiges de la cité ne peuvent être déplacés dans l'espace. Cela prendrait beaucoup de temps, des années. Le météore, lui, arrive sur nous à grande vitesse. Il sera là dans quelques mois, reprit l'extraterrestre. Des vestiges, fit Wilde douteux. Les machines qui permettent à l'Atlantide d'échapper au temps sont des sphères colossales contenant un élément chimique inconnu, apporté sur Terre lors de l'arrivée des peuples de Namouri. Elles sont enfouies très profondément dans la croûte terrestre sous l'Atlantique et se rechargent d'énergie par le mouvement de rotation de la Terre. Leur disposition en triangle explique le fameux triangle des Bermudes bien avant la préhistoire. Les Atlantes venus d'un monde lointain s'échouèrent sur la planète Terre. Ils survécurent au désastre parce qu'ils pouvaient être amphibiens. Ils purent alors construire leur cité sur une île colossale située au centre de l'Atlantique et qui fut détruite par un cataclysme naturel. Un débris du météore provoqua des séismes qui l'engloutirent dans les flots. Le peuple s'organisa et reconstruit la cité sous l'océan au grand secret de tous les humains. Leurs sages et érudits, espérant rejoindre la planète Triton, utilisèrent toute la science pour construire un canon Atlante qui n'obéirait qu'à une disposition planétaire et stellaire voulue pour fonctionner. Cette arme est inutile. Si une condition n'est pas remplie, l'énergie qu'elle utilise est stoppée par les systèmes d'alerte et de solution de tir. Le météore devient alors le plus terrifiant danger pour la Terre et Cyclone, l'œil qui ne peut se former pour diriger le tir du canon Atlante. Le grand prince Namouri a compris cela. Il doit savoir à l'instant même que nous sommes en guerre contre les Sidoniens. La solution est de disposer d'un œil de Cyclone, porte de passage, pour permettre aux rayons de repousser le météore, œil que je ne peux vous former, dit Ironhide. Pourquoi ne pas tenter de l'aide de l'armée? Celle-ci, par des explosions nucléaires, formerait certainement des cyclones et ouragans, ce qui laisserait le canon fiable, dit Harry. Les retombées radioactives seraient néfastes à grand nombre de peuples, dit Ironhide. C'est dans l'œil du cyclone que le rayon cosmique doit passer. Les dispositions météorologiques accentuent son pouvoir et sa puissance. Regardez, il nous envoie une cartographie de la région concernée. À l'heure actuelle, le président doit être au courant, dit Stevenson en désignant un écran. L'Atlante cherche une solution. Il refuse de parler à qui que ce soit. La nouvelle du météore provoquerait une panique dans le monde entier. Notre existence ne doit pas aboutir, laissa échapper le prince d'Atlantide. Et ces touristes et voyageurs du vol 999 de l'American Airlines, comment retiendront-ils leur langue, dit un conseiller atlante. Nous avons mis une substance dans leur nourriture, ils vont oublier. Aucun humain vivant à la surface ne pourra croire leur témoignage. Tout semblera rêve, expliqua le prince Namouri. La NASA s'intéresse de près aux évolutions du météore. Le satellite Hubble a capté son mouvement dans la région de l'espace où il est entré hier, dit un savant atlante. Comment faire pour l'arrêter, dit Harry en fronçant les sourcils. Ironhide se leva et déclara. Il me semble trouver une solution, créer un trou noir et le faire disparaître ailleurs. Un trou noir, dit Wilde, l'air perplexe. Oui, un maelstrom de l'espace. Nous pouvons essayer cette solution. Les Sidoniens ont provoqué la naissance d'une étoile, contre-attaquant avec la chose en question. Si l'étoile se transforme en trou noir, la supernova ou naine blanche, transformons l'étoile en trou noir. Mais il faut des milliers, voire des millions d'années pour réaliser ce que vous dites, Ironhide, dit un savant. C'est la seule solution. Le météore pourrait alors emprunter ce passage et quitter sa trajectoire. La Terre serait sauvée, conclua Namouri. Le tir contre le météore serait inopérant, dit Harry. Pas tout à fait, fit Ironhide, et il continua. Nous aurons une nouvelle donnée pour chercher une solution contre ce corps céleste. Une autre solution de tir. Selon la NASA, cette étoile est apparue et a été définie il y a près de 17 ans. Nous pouvons faire en sorte qu'elle n'ait jamais eu le temps de se former, dit Ironhide. Et les conséquences, fit Harry. Il faudrait la transformer en trou noir, dit le prince Namouri. Nous tournons autour du pot sans arriver au but, dit le général Stevenson. Nous avons deux solutions, transformer l'étoile des Sidoniens en trou noir ou aboutir à une supernova. Dans les deux cas, celle-ci créera une nouvelle donnée. Avez-vous pensé à un enfant qui joue en gonflant et dégonflant ses joues?
La relativité, c'est un peu cela. Quand il gonfle ses joues en soufflant de l'air, il est supernova. S'il aspire l'air en rentrant ses joues au maximum, il devient un trou noir. Ce n'est guère plus compliqué. Le trou noir se referme sur lui-même. La supernova explose en dehors d'elle-même, dit Ironhide. Le prince d'Atlantide quitta l'écran. Wilde et Stevenson restèrent pensifs. Regagnez la terre, allez en paix. Je vous recontacterai quand cela sera nécessaire, dit l'extraterrestre. Les deux généraux américains s'installèrent à bord de la soucoupe volante et sentirent leurs yeux se fermer, leurs paupières devenir lourdes. La soucoupe quitta le vaisseau et plongeant dans l'espace vers le continent américain, l'extraterrestre s'adressa aux deux voyageurs. « Je serai toujours ici pour vous protéger, humains, même si tout devient improbable. Les Sidoniens sont les êtres les plus vils de l'espace. Mais vous, terriens, vous êtes et pouvez être nobles d'esprit et de cœur quand vous le désirez. J'essaierai de trouver une solution, je vous le promets. » Les deux généraux américains dormirent profondément et ne sentaient plus leur corps. Une torpeur envahit leurs os et ils se retrouvèrent allongés dans un champ de blé. Le jour se levait, mais la chaleur était cependant supportable. Harry s'éveilla le premier. Des haut-parleurs brisèrent le silence de la campagne américaine. Des soldats manœuvraient aux alentours. Un homme de troupe apparut tenant un petit téléphone accroché à son équipement. Il contacta immédiatement son supérieur. « Commandant, ici sergent Wolf, matricule 1432. Il y a 2 hommes dans le champ à l'endroit désigné. Sergent, veuillez informer votre supérieur que le général Harry de l'User Force ainsi que le général Tony Wilde des renseignements vont bien. Dites-lui que vous êtes à présent dans une nouvelle Area 51. Repos, lâcha Harry en se levant. Tony Wilde regardait tout autour de lui. Des hélicoptères prenaient position. « À vos ordres, général, dit le sergent Wolf. Déjà, un hélicoptère emportait nos amis vers la base la plus proche. Un commandant les attendait sur la piste. Wilde et Stevenson prirent un bon petit déjeuner. À leur grande surprise, leur femme était venue les voir. « Helena, toi ici, dit Harry. Je suis venu voir mon intrépide héros du 3e âge. Il paraît que tu te fais enlever par des soucoupes. Mais c'est impossible, chérie, tu croirais au Père Noël à ton âge, répliqua le général. Et c'est Area 51 sur le journal de la semaine dernière, dit la générale. Un bit de l'armée afin de briser la monotonie des après-midi de permission de nos soldats. Voilà, chérie, tout est dit, rétorqua le général Stevenson en souriant. Madame Wilde enlaça son mari. Où étais-tu pendant tout ce temps, dit-elle. Mais avec mon ex-supérieur ici présent, dit Tony. Marlowe Fahrenheit va venir te voir demain. J'ai fait des dépenses, reprit-elle. Marlowe, eh bien, il sera le bienvenu, dit Wilde. Une demi-heure après, Madame et Monsieur Wilde se retrouvèrent sur la route de leur villa, de Los Angeles. Hélène Curtis, c'est-à-dire Madame Wilde, était au volant. Tony ne disait rien. Pensif, il regardait défiler les paysages en silence. Le météore captivait son esprit. Un mystérieux instinct de mort restait présent, caché au fond de son être. Il se disait intérieurement « Eh, ce foutu météore, il va peut-être nous tomber dessus. Allons-nous vivre la fin du monde ?» Arrivé chez lui, Wilde joua au cerf-volant avec l'enfant des voisins. Il but quelques bières pour rester gai tout l'après-midi. La visite de Marlowe le laissait souffler. Cependant, un réel problème envahissait sans cesse son esprit. Comment annihiler ce météore? Loin de là, très loin, au fin fond de l'océan Atlantique, le peuple atlante s'arrangeait pour une solution. Le prince Namouri faisait un discours à son peuple au grand secret des humains. L'Atlantide est aujourd'hui une nouvelle fois menacée de disparaître. Telle est sa devise depuis la nuit des temps. Le danger est grand et nos moyens de le contrecarrer sont faibles. Peuple d'Atlantide, je ne vous cache rien, ceci est dans nos lois, dictées depuis des millénaires. Descendants d'Antinéa, notre cité de près de 6000 ans d'existence, nos générations passées ont connu les grandes civilisations humaines et les humains vivant à la surface ont adopté dans leurs écrits philosophiques et leur ancienne religion. Aucun humain n'a su ni connu ce que sont devenus les descendants d'Héraclès et de notre reine Antinéa. Nous sommes restés un mythe, lié à la grandeur humaine par Platon. Pourtant, il y a eu trahison. Nos écrits et notre liberté sont bafoués. Le message divin d'Atlantide est corrompu. Le rôle d'Atlantide n'est plus, et notre science cachée devait protéger la Terre du danger céleste qui, tous les demi-siècles, se déclare en la menace du météore. La trahison est amère.
Et l'incertitude est grande. Un peuple de l'espace en coalition avec un autre. Le peuple de Sidonia, la rouge, a fait jouer la malchance, non pour prouver sa supériorité, mais pour provoquer le mal. Ceux que l'on nomme être du Phénix ont lutté et luttent encore. Les Sidoniens veulent imposer leurs lois. Ils veulent être absolument le peuple du ciel, et là est leur plus grand tort. Ô peuple de l'Atlantide, tes écrits ne servent plus. Ta science est tarie comme une source. Tes connaissances n'ont plus de valeur, et cela appelle au cataclysme final. Atlantide, venue des horizons, de l'azur va disparaître à tout jamais. Les nôtres ne nous reverront plus, et nous ne les reverrons plus jamais. La tribulation est seule du peuple du serpent. Sidonia, la séductrice, la nation traître, Sidon qui a juré de dominer tous les êtres vivants de la création. Cette cité impie a engendré d'autres cités impies qui ont souillé les nations d'humanoïdes. Il est temps, grand temps, pour s'unir entre nous, peuple de l'Atlantide. Les résultats ont révélé l'impardonnable, c'en est trop. La nation du serpent a dépassé toutes les limites. Et voici le résultat, une tribulation. Ce qui devait permettre de sauver n'est plus. Nous devons nous sauver, mais comment sauver nos descendants? Comment éviter le pire? Alors que Sidonia l'a corrompu, a sali, détourné ce qui devait être protégé et aimé. Peuple de l'Atlantide, aucune nation n'a jamais inspiré autant de dégoût, autant de haine et de rejet que Sidonia la perverse. L'heure est grave. Votre souverain, le prince Namouri, a l'esprit et les poings liés. Je ne peux agir et mon état de tristesse augmente quant aux chances de vous faire revoir notre planète Triton. Notre grand rêve va prendre fin et cela est la conséquence de la méchanceté d'un peuple. Sidonia, le peuple du serpent. Le peuple atlante fut surpris à l'annonce de cette nouvelle. Namouri resta assis, pensif, sur un trône qui ne semblait plus signifier grand-chose. Le trône d'Atlantide était désormais inutile face aux météores qui allaient frapper la terre de plein fouet. Loin de là, Wilde et Stevenson s'étaient rassemblés autour d'un lunch. Dans leurs yeux, il ne restait plus de goût de vivre. Quelques mots et la fin du monde allait s'annoncer au grand secret des humains. Le cataclysme serait inévitable, à moins de pouvoir maîtriser le terrible météore. Dans la propriété de Tony Wilde, Marlowe Fahrenheit se présenta à la porte. Il fut reçu par l'épouse du général Wilde. Marlowe entra. Il portait des lunettes sombres et un élégant costume peu coloré. Ça alors, Marlowe, vous ici, quelle bonne surprise, lâcha Stevenson, accompagné d'une personne à l'air craintif, une personne connue de nos amis. Signora Conchita, bienvenue chez nous, dit Wilde en se levant. Wilde présenta la signora à son épouse Hélène. Le général Harry lui fit un baisement. Elle fut touchée par tant de sympathie. La générale, épouse d'Harry, Madame Helena, offrit des chocolats à tous. Tout le monde se gava de chocolat aux liqueurs sucrées. L'ambiance était fort agréable chez Madame et Monsieur Wilde. La soirée se changea en réception chez les Wilde, mais ce qu'attendaient vraiment Tony Wilde et Harry Stevenson se produisit vers minuit. Le téléphone de Tony sonna. Ironhead se manifesta. Discrètement, les deux militaires quittèrent la soirée vers le jardin. « Ici Ironhead, général Wilde. J'ai de bonnes nouvelles. Nous pouvons éviter ce qui doit être, dit l'extraterrestre. » « Tout n'est pas perdu, général, lâcha Wilde en un murmure. Un espoir dans le regard. Harry s'écroula de tout son poids sur le gazon. Il regarda Wilde dans les yeux, quelque chose qui semblait exprimer le doute. Wilde lui dit « Harry, le problème n'est apparemment qu'une chose à faire, remettre les choses en ordre, rejouer les dés, rebâtir ce qui va être détruit. Les protocoles du canon Atlante doivent se faire, tu m'entends? Le météore ne doit pas atteindre son but, et cette mystérieuse étoile disparaître. Nous ne savons comment elle est apparue, et nous n'avons aucune notion dans ce domaine. Tu m'entends, Harry? » Harry se releva, et il se mit debout, s'arrangea les vêtements. « Tony, je vais bientôt être à la retraite, tu le sais. Mais cette affaire est la plus incroyable que j'ai jamais vécue. L'Area 51 doit rester secrète. Ne l'oublie jamais, quoi qu'il arrive. Tu m'entends, Tony? » Nos deux amis rejoignirent la soirée. Ils passèrent un moment de détente, apaisés de pouvoir vivre plus que 6 mois
Mais dans le brouillard qui s'était levé sur la ville, personne ne se doutait de la présence d'une soucoupe volante qui tournait sur elle-même silencieuse, quelques centaines de mètres au-dessus de la villa. Los Angeles dormait paisiblement. Cette nuit-là, les invités étant partis depuis longtemps, une fenêtre ouverte laissait entrer une faible lueur de la nuit californienne. Wilde, dormant paisiblement, se réveilla, une étrange sensation de cheveux hérissés, et les poils de son corps étaient attirés vers le haut. Le général Wilde comprit la situation sur le champ. Ironide, l'extraterrestre, est aux alentours. Sans éveiller sa femme, il se leva discrètement et se dirigea vers un placard. Prenant une robe de chambre peu épaisse, il saisit son portable et se mit au balcon. Il referma derrière lui la porte de la chambre à coucher vitrée. Le ciel était couvert de gros nuages où stagnait la lueur de la ville. Wilde attendit debout. Son portable sonna. Il répondit. La voix devenue familière d'Ironide l'interpella. « Wilde, je sais comment arrêter le météore. Une solution reste plausible. Nous allons déployer notre flotte de chasseurs galactiques et les lancer à l'assaut du bolide. Vous serez parmi les escadrilles de chasseurs et pulvériserez tous les morceaux du météore pouvant, après sa destruction initiale, présenter un danger quelconque pour votre planète. » Wilde fut rassuré. Il sourit tranquillement. Une nouvelle fois, les extraterrestres allaient sauver le monde humain. Ironide reprit. « Général Wilde, nous vous avons utilisé pour combattre les Sidoniens et vous avez réussi. La menace du météore sera vaincue. Après l'entraînement nécessaire à manipuler les armes de votre chasseur stellaire, vous serez lancé à la chasse de cette comète particulière avec une équipe de combattants uraniens et terriens. Vous saurez plus de choses au prochain contact, dit l'étrange habitant de la planète Uranie. Wilde regarda sa montre, il était 3 heures du matin. Il se dirigea vers la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, déposant une assiette de pâté de foie gras d'oie sur une belle table en bois ciré. Il saisit du pain chaud et se fit des toasts au fromage, saumon et homard. Puis décapsula une boîte de soda glacée au raisin. Il but la liqueur gazéfiée par grands coups, rejetant la tête en arrière pour mieux apprécier l'odeur et le goût. Après s'être repu, Tony Wilde jeta un coup d'œil au jardin fleuri qui sentait bon. Il referma la porte, y donnant accès, et remonta se coucher. Wilde s'endormit au bout d'un quart d'heure. Il était parmi les rares personnes à connaître l'existence d'extraterrestres, seul à avoir vécu l'incroyable aventure qu'il menait. Wilde, de la police internationale, devenu général de l'Air Force, par le hasard qu'il soit en contact avec des intelligences venues de l'espace, alliées d'une puissance extraterrestre, comment lui, simple agent de renseignement, commandant une filiale d'Interpol à Boston, était devenu l'ami du général de l'Air Force. Les Uraniens, ces êtres peuplant l'espace à proximité de la Terre, désignés par le mot phénix par une autre civilisation secrète connue récemment par cette escapade sur le 777 de l'American Airlines vivante sous l'océan Atlantique. Et il ne cessait de penser, cela était vrai. L'Atlantide, ces Atlantes humanoïdes amphibiens, vivant cachés dans le triangle des Bermudes, où leur métropole sous-marine protégée par un trou noir était devenue alliée aux Uraniens. Ironide combattait les Sidoniens pour éviter l'établissement du mal dans l'espace. Ces mêmes Sidoniens symbolisaient le poison. Ces mêmes Sidoniens symbolisaient le poison, étaient appelés